Tout de suite, je vais partager avec vous les 10 lois de l'organisologie qui sont dispersées dans mes livres, dans mes articles, dans mes vidéos, dans mes formations. Et puis si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui avec vous, c'est parce qu'il y a peu, Richard, qui est l'animateur d'un podcast, m'a posé la question suivante. Julien, quel conseil donnerais-tu à une personne qui n'y connaît rien en organisation? Une personne qui doit partir de zéro, qui n'a jamais ouvert un livre sur l'organisation, qui ne sait même pas finalement qu'on peut devenir plus productif, qu'on peut être moins stressé en s'organisant d'une manière un petit peu plus délibérée. Et donc, je me suis posé à ma table en buvant mon café et j'ai commencé à lister pour moi ce qui doit être pris en considération. Et je l'ai fait en me disant, ok, j'aimerais que les lois qui suivent soient utiles autant à une personne qui s'organise au quotidien, une personne qui doit planifier ses journées, qu'une personne qui doit planifier son année. Okay, donc ça, c'était la contrainte que je me suis donnée. Et puis, ça donne les 10 lois qui viennent maintenant. La première loi, il s'agit de penser au temps effectif plutôt qu'au temps à votre disposition. Alors, qu'est-ce que cela signifie? On pense tous, et à tort, qu'on a 24 heures à disposition. Alors, ça peut sembler vrai, mais si je dois tourner une vidéo, si je veux travailler, si je veux avancer sur mes objectifs, sur mon plan d'action, sur mes projets, il me faut quoi? Il me faut évidemment du temps, mais il me faut aussi de l'énergie. Et pour obtenir cette énergie, je dois faire quoi? Je dois manger, je dois dormir, et je dois également me laver parce que si je ne me lave pas, au bout d'un moment, je tombe malade et j'ai plus d'énergie. Donc tout ça, ce sont des besoins de base. Et quand vous prenez vos 24 heures sur une feuille, vous prenez 24 heures et qu'ensuite vous soustrayez à ces 24 heures vos besoins de base, donc c'est-à-dire 8 heures de sommeil pour un individu normalement constitué. Ceux qui pensent l'inverse sont bien prétentieux parce que bon, Mère Nature et le processus d'évolution se seraient vachement gourés en nous refilant 8 heures de sommeil par nuit depuis des millions d'années, des milliers d'années ou des centaines de milliers d'années en tout cas. Donc vous enlevez 8 heures de sommeil pour fonctionner de manière optimale. Ensuite, donc c'est-à-dire faire moins d'erreurs, c'est-à-dire travailler de manière collaborative ou en tout cas être moins grincheux, on va dire, parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand je dors mal, je suis grincheux, je fais en 4 heures ce qu'il m'aurait fallu 1 heure en temps normal, bon bref. Donc 8 heures de sommeil, ensuite du temps pour manger, ensuite du temps pour gagner votre revenu, gagner votre croûte entre guillemets, qui va vous permettre ensuite d'acheter de la nourriture, qui va ensuite vous permettre de transformer cette nourriture en calories, en énergie. Donc à partir du moment où vous soustrayez à 24 heures toutes ces servitudes, tous ces éléments qui doivent être là, vous remarquez qu'il vous reste peu de temps. Il vous reste peut-être 1 heure par jour. Et donc c'est exactement ce temps-là qu'il faut prendre en considération. Donc, pensez temps effectif avant temps à disposition, c'est la première loi. La deuxième loi, il s'agit de penser énergie avant temps effectif. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il y a des moments dans votre journée, dans vos semaines, dans vos mois où vous allez avoir la bonne énergie pour la bonne tâche, la bonne énergie pour la bonne activité. Moi, je ne sais pas vous comment vous fonctionnez, mais moi, le matin, j'ai beaucoup d'énergie et c'est en général là que je vais créer le maximum de valeur ajoutée. C'est là que je vais écrire mes articles, c'est là que je vais faire mes vidéos, c'est là que je vais créer mes formations. C'est le matin que tout se passe. Si à midi, je n'ai pas fait ce que je devais faire dans ma journée, c'est-à-dire mes 3 tâches principales de la journée, le reste de la journée, c'est mort. Je vais commencer à ouvrir mes emails, je vais voir de mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, enfin peu importe, mais c'est mort. À partir du moment où vous commencez à réfléchir énergie avant temps, vous allez réaliser que c'est pas trop important combien de temps vous passez à faire quelque chose. Ce qui est important, c'est combien de temps vous passez à faire quelque chose, mais surtout, quelle est l'énergie que vous avez durant ce temps. Okay? Parce que souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait une nuit blanche, le jour d'après, quel était votre niveau d'efficacité? Est-ce que vous faisiez des erreurs? Est-ce que vous aviez du plaisir à travailler? Est-ce que vous avanciez rapidement? Bon, moi je ne sais pas vous, moi je suis une personne normale, donc personnellement, je suis tout sauf efficace. Okay. Donc pensez vraiment énergie, ça c'est quelque chose de très important et essayez autant que possible de protéger les moments où votre énergie est haute.
haute. Donc à partir du moment où vous avez identifié les moments dans vos journées, dans vos semaines, vous avez beaucoup d'énergie, protégez ces moments, les distractions internes, les distractions externes, des interruptions, des urgences, protégez-les au maximum et vous verrez que vous arriverez à faire en 2 heures ce que certaines personnes font en 4, 5, 6, 7 heures. La troisième loi, pensez environnement avant volonté. Ulysse l'avait déjà compris lorsqu'il s'est attaché au mât de son navire pour éviter de succomber au chant des sirènes. Il a compris qu'il était risqué de faire confiance uniquement à sa volonté. Il était plus intéressant de faire en sorte que l'environnement serve ses propres intérêts. Et donc, c'est quelque chose qui revient dans le livre de Sönke Ahrens, qui a écrit How to Take Smart Notes, un livre que je vous recommande, qui est vraiment très intéressant. Malheureusement, celui-ci n'a pas encore été traduit en français, mais je vous le recommande quand même. Pour moi, ce livre-là devrait vous donner envie ou justifie le fait d'apprendre l'anglais à lui seul. Donc en gros, dans son livre, Sunk explique que les gens qui ont de la discipline, les gens qui semblent être plus réguliers, qui arrivent à produire avec plus de régularité des écrits de haute qualité, ont mis en place un environnement qui vont servir leur intérêt. Il n'y a pas besoin d'utiliser de volonté et de motivation pour résister à une barre de chocolat si cette barre de chocolat ne se trouve pas dans votre frigo. Okay? Donc pensez-y et à la suite de cette vidéo, mettez cette vidéo sur pause et dites-vous, plutôt que passer à la suite, regardez la vidéo YouTube en mode je consomme les vidéos de développement personnel comme je consomme Netflix. Demandez-vous quelles sont les choses dans mon environnement, les actions uniques dans mon environnement que je peux faire pour m'aider pour les semaines, les mois, les années à venir. Un exemple, acheter une table pour travailler debout. J'en ai parlé dans une vidéo qui s'affiche maintenant à votre écran. Ça coûte presque rien et ça va vraiment vous aider sur le long terme. Et c'est une action unique. Quatrième loi, pensez équilibre dynamique plutôt que maximisation spécifique. Alors, je sais que ça ne va pas plaire à certains d'entre vous, mais la spécialisation, donc le fait de se spécialiser dans un domaine, le fait d'être le meilleur dans un domaine, c'est sympa quand dans un environnement stable, dans un environnement prévisible. Dans les environnements chaotiques, dans les environnements où il faut s'adapter, en général, ce sont les personnes qui sont des généralistes qui vont survivre. Et si je vous parle de ça pour la loi numéro 4, c'est que votre organisation, si elle est spécifique, donc c'est-à-dire si tout ce que vous faites dans votre quotidien sert uniquement un seul objectif. Par exemple, devenir le meilleur mathématicien, devenir le meilleur trader, devenir le meilleur dans un certain champ d'études. Alors, évidemment, vous pouvez réussir, mais c'est très risqué et vous êtes en compétition extrême avec d'autres personnes qui sont également très intelligentes. Et donc, c'est risqué parce que le futur, par définition, est quelque chose d'incertain. Et par défaut, il n'y a pas de garantie dans la vie. Et donc, si vous donnez tout pour un seul truc et que vous vous plantez, vous avez perdu la seule vie que vous avez à disposition jusqu'aux dernières nouvelles. Donc, moi, je préfère l'approche équilibre dynamique, donc c'est-à-dire d'avoir des différents domaines dans votre vie qui vont vous permettre d'être résilient, qui vont vous permettre d'être, entre guillemets, alors peut-être pas, je ne vais pas utiliser le terme antifragile, mais en tout cas résilient, donc avoir peut-être des relations de qualité, avoir un job et des compétences rattachées à ce job qui vous plaisent. D'avoir quoi? D'avoir peut-être un business ou plusieurs business ou alors un side hustle si vous avez un side hustle et ensuite une passion. De cette manière, si vous faites lourder par votre conjointe parce que vous êtes trop concentré sur vos projets, vous avez peut-être encore des amis, vous avez peut-être encore une passion, vous avez peut-être encore un travail qui vous plaît. Si vous faites lourder au travail parce que tout d'un coup il y a le Covid et qu'on se fait virer ou que, voilà, que votre entreprise ferme et fait faillite parce que c'est une de ces entreprises fantômes qui recevaient trop de fric du gouvernement depuis bien trop longtemps et qui ne créent pas de valeur. Oui, je sais, c'est une longue phrase. Dans ce cas-là, vous avez encore votre conjoint, vous avez encore votre santé qui est là, qui tient la route. Cette loi, elle vient de qui? Elle vient de Gregory Bateson, qui était un écologiste, anthropologue, et qui disait, je vais la lire cette phrase parce que sinon je vais faire une erreur, « L'existence continue des systèmes complexes interactifs est fortement liée à la prévention de la maximisation d'un des éléments du système. » Et en fait, ça, vous pouvez l'appliquer à votre niveau, mais également au niveau de la société. Regardez, on vit dans une société où il y a un seul élément qui est maximisé partout. C'est quoi? C'est le profit. Voilà, le profit, système capitaliste. Le problème avec ça, c'est qu'on maximise ça
au détriment de tout le reste. L'environnement, le bien-être des gens. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si le sujet vous intéresse, lisez Living Within Limits de Garrett Hardin. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en tout cas, ça fait réfléchir et c'est ce qui compte. Ensuite, il y a la loi numéro 5, penser régularité plutôt qu'intermittence. L'intermittence, c'est quoi? C'est de travailler en mode sprint, en mode je donne tout la première semaine, ensuite durant 2 semaines je fais plus rien, ensuite je travaille à fond durant 2 jours, ensuite durant 4 jours je fais plus rien. C'est très fatigant. Derrière cette loi se cache la loi du momentum qui dit que mettre et arrêter un objet en mouvement nécessite plus d'énergie que de laisser l'objet dans son état actuel. Alors j'ai une analogie qui est simple et qui va parler aux campeurs qui regardent cette vidéo, mais vous savez, quand vous dormez en forêt, quand vous allez en campagne dormir, quand vous dormez en forêt, la nuit, vous faites un feu pour vous tenir chaud, et puis ensuite le jour d'après, pour faire le café le matin, il faut redémarrer ce feu. Et ce feu, vous allez réussir à le redémarrer beaucoup plus facilement s'il reste des braises. Okay? S'il n'y a plus de braise, si vous êtes trop froid la nuit ou si votre feu était trop petit, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez devoir recommencer de zéro, donc couper du bois, d'abord trouver du bois. Et s'il pleut, ce n'est pas forcément évident. Ensuite, faire du bois sec, faire des petits morceaux de bois, etc., pour ensuite faire un feu, attendre qu'il y ait des braises, ensuite sortir la cafetière italienne, etc., Enfin bref, voir la poignée de la cafetière italienne fondre parce que vous avez oublié de le prendre, etc. Bref, c'est compliqué. Donc, pensez à cette analogie et lorsque vous allez définir de nouveaux standards, lorsque vous allez mettre en place des habitudes, essayez vraiment de viser cet aspect régulier. Je suis régulier et dites-vous bien que ce n'est pas parce que vous voyez une personne qui va plus vite que vous, par exemple un concurrent, que les dés sont jetés. Okay, vous avez peut-être d'autres choses à faire, d'autres priorités, d'autres intérêts. Donc, cessez de vous comparer aux autres et comparez-vous à qui vous étiez hier. Et vous verrez que ce qui est vraiment exceptionnel, c'est la régularité. Et donc vous dites, bon, c'est bien sympa, mais par où je commence la régularité? Et moi, je vous recommande de commencer par mesurer avec régularité les comportements que vous faites déjà. Okay? Mesurez le nombre de pages que vous lisez par jour, mesurez le nombre de mots que vous écrivez par jour, mesurez le temps que vous passez par jour sur Netflix, sur Facebook, sur Instagram, mesurez ce que vous faites aujourd'hui. C'est facile avec les outils connectés. Ils vont mesurer automatiquement les comportements que vous avez avec eux et vu qu'on passe de plus en plus de temps avec ces outils connectés, vous avez de plus en plus d'informations sur ce que vous faites déjà aujourd'hui. Puis à partir de là, à partir du moment où vous mesurez avec régularité, vous pouvez aller un cran plus loin. Vous pouvez dire ok, bon, je vais mesurer le nombre de pages que je lis, je vais mesurer le nombre d'articles que je publie, je vais mesurer, etc. Okay? Mesurer, et encore une fois, gardez en tête ce qui est important, c'est-à-dire d'abord on fait fonctionner et ensuite on améliore. 6e loi, elle provient de ce livre, qui s'appelle The Black Swan. Puis en fait, chaque fois que j'ouvre The Black Swan, j'ai ça me fait vraiment marrer. Ça me fait vraiment marrer. Enfin bref, Nassim Nicolas Taleb, monsieur qu'on ne présente plus, qui a écrit The Black Swan et supprimé avant d'ajouter, est quelque chose qui reprend, mais qu'il a surtout popularisé. Un système complexe va beaucoup plus bénéficier dans un premier temps de ce qu'il va supprimer, donc des mauvaises choses qu'il va supprimer, plutôt que de l'ajout de nouvelles choses. Bon, en gros, si vous voulez être en bonne santé, vous avez l'option j'ajoute un abonnement fitness, j'ajoute des cours de cuisine, j'ajoute. Je peux aussi supprimer des choses qui peuvent éventuellement fracasser ma santé. Donc je supprime l'alcool, je supprime la clope, je supprime le sucre ajouté, je supprime la coke, je supprime ce genre de choses. L'un comme l'autre ne sont pas forcément évidents. On touche au comportement, on touche au changement et donc évidemment à la résistance au changement. Donc là n'est pas la question. Ce qui est intéressant, c'est que si on parvient à changer, on a un excédent de ressources. Je n'ai pas besoin d'aller au fitness, donc je n'ai pas besoin de dépenser de l'argent, je n'ai pas besoin de dépenser de l'énergie, je n'ai pas besoin de dépenser du temps pour aller au fitness parce que j'ai arrêté de fumer et le fait d'arrêter de fumer, j'ai gagné du temps, j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné plein de choses. Okay? Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Maintenant, comment on lit ça avec votre planification? Si vous ne savez pas par où commencer vos journées, vous saurez probablement par où ne pas commencer. Donc supprimez le check compulsif de vos emails, supprimez les réseaux sociaux, supprimez tous ces trucs finalement qui n'apportent pas vraiment de la valeur ajoutée à vos objectifs, à votre vie.
supprimer les relations pourries, supprimer les drama queens, supprimer tous ces habits qui prennent de l'espace mental, qui nécessitent… aujourd'hui, j'étais avec madame, elle voulait sortir, elle utilisait un fer à repasser, ce genre de choses. J'avais presque oublié en fait que ça pouvait exister, quoi. Je dis pas qu'il faut le faire, encore une fois. Il y a des gens à qui ça fait très plaisir de porter des chemises et ce genre de choses. Et je crois même qu'il y a des chemises qui n'ont plus besoin de les repasser. Je dis juste qu'il y a des choses dans votre quotidien qui peuvent être supprimées et qui vont instantanément vous donner beaucoup de ressources. Voilà, c'est tout ce que je dis. Pensez à ça lorsque vous avez planifié vos journées, vos semaines et puis vos mois. Petite parenthèse, pensez également à dire non. Récemment, on m'a proposé d'aller sur un plateau TV présenter mon deuxième ouvrage à Paris. Non. Il y a le Covid, il y a les trucs dans le nez. Non. Voilà. Donc, encore une fois, c'est des choix. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire non à tout, mais c'est juste qu'il faut commencer avec cette attitude de « Ok, qu'est-ce que je peux supprimer de ma vie pour aller mieux ?» Qu'est-ce que je peux supprimer aujourd'hui? À la fin de la vidéo de Julien, qu'est-ce que je peux supprimer pour aller mieux? Ensuite, on arrive sur la 7e loi, l'une de mes favorites. Enfin, pas une de mes favorites, mais vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Pensez agenda avant to-do list. Une to-do list est déconnectée de cette notion de temps. Okay? Donc, il n'est pas étonnant que les to-do list se rallongent au fil des heures pour la plupart des gens. Il n'est pas étonnant que la plupart, ou en tout cas une grande partie des éléments qui figurent sur une to-do list ne sont jamais faits parce que finalement, on met des choses et finalement, notre to-do list est une sorte de gestion de projet, gestion d'idées, gestion de choses à faire, de choses à acheter, de machin. Au final, on s'en ressort plus, on s'en sort plus. Donc, pensez vraiment à utiliser un agenda. Alors moi, j'utilise l'agenda infini dans le cerveau numérique, qui est l'un des programmes qui fonctionne le mieux et qui a changé la vie d'énormément de gens. Hein. Voyez comme je fais mes petits placements de produits. Hein. Donc, vous utilisez ce que vous voulez. Ce que je trouve très bien avec l'agenda infini, c'est qu'au sein de votre agenda, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Vous allez pouvoir faire du journaling, vous allez pouvoir planifier, gérer et effectuer le suivi pour vos réunions. Vous allez pouvoir faire votre to-do list, gérer votre to-do list. Vous allez pouvoir structurer votre agenda comme vous le voulez. Vous allez pouvoir mesurer les habitudes. Bref, vous allez pouvoir faire énormément de choses à partir du moment où c'est en place. En tout cas, moi, c'est un truc, les retours que j'ai eus sont assez impressionnants. Mais encore une fois, peu importe ce que vous utilisez, moi je vous déconseille d'utiliser une simple to-do list. Je vous recommande vraiment de prendre vos tâches et de prendre votre agenda, faire des blocs dans votre agenda et vous dire bon ben voilà, mardi 8 avril, je vais faire quoi? Je vais de 10h à 12h travailler sur ça, plutôt que de créer une to-do list. Et puis ça va vous forcer quoi cet exercice? Ça va vous forcer à voir où c'est que vous êtes mauvais en fait à planifier. Il y a des tâches, vous verrez, vous êtes complètement dans les choux, hein, parce qu'encore une fois, on est soumis par ce biais de l'optimisme. Je vous mets le lien d'un article que j'ai écrit sur le sujet dans la description de cette vidéo. Donc on est vraiment soumis au biais de l'optimisme, même quand on est conscient du biais de l'optimisme. Moi je le connais, j'en parle, et je suis des fois encore trop optimiste. Alors pas optimiste, pas tout le temps. Ça se soigne, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se soigne quand vous allez commencer à planifier vos tâches dans votre agenda. Au bout d'un moment, vous allez réaliser que ok, un article ça me prend 8 heures, et répondre à mes emails en moyenne ça me prend 1 heure, répondre aux commentaires sur mon espace client ça me prend 20 minutes par jour, etc. Et au bout d'un moment, ça va vous permettre d'avoir des points de référence qui ne sont pas simplement des trucs que vous sortez d'un chapeau, mais qui proviennent de la réalité. Loi numéro 8, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est penser à mesurer avant d'agir. Souvent, lorsqu'on est enthousiaste face à une idée, on a une idée, on est là, ouais, c'est génial, cette idée, elle est géniale, on va directement foncer dans le feu de l'action, on va se mettre à travailler. Et c'est bien, je veux dire, c'est pas mauvais en soi. Si vous pouvez, ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer par une phase de mesure. Donc, je ne sais pas, si vous voulez mettre en place, admettons, vous commandez un de mes programmes et puis vous dites, bon, c'est un programme sur la gestion du temps. D'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande. Plutôt que directement commencer à mettre en place les exercices, les conseils, les méthodes que je vous donne, commencez par faire quoi? Par mesurer
ou par votre temps. J'en ai parlé, Rescue Time, Cold Turkey, enfin plutôt Rescue Time, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur comment vous gérez votre temps. Et ce qui est intéressant avec Rescue Time, c'est que vous pouvez configurer différents outils numériques qui ne viennent pas de la même marque. Donc vous pouvez avoir un smartphone Android, une tablette iPad et puis un ordinateur Windows, et puis vous allez pouvoir centraliser au même endroit le temps que vous passez, sur quel site, à quel moment de la journée, etc., etc. Donc ça vous donne une bonne vue d'ensemble. Pourquoi mesurer avant de directement agir? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose, il y a un effet vicieux dans la progression. C'est que plus vous progressez, plus vous avez l'impression que ce que vous faites ne compte pas. Imaginez la chose suivante, vous êtes dans une pièce noire, vous allumez une bougie, cette première action a un impact impressionnant. Vous passez de la pénombre, de l'obscurité à la lumière. Vous allumez une deuxième bougie, vous remarquez toujours une augmentation de la luminosité dans cette pièce. Troisième bougie de même, mais à la 54e bougie, à la 60e bougie, à la 70e bougie, et bien finalement les effets de vos actions n'ont plus autant d'impact. Il est facile de finalement se démotiver, il est facile de baisser les bras après 2, 3, 4, 5, 6 mois d'activité. Pourtant, les effets ont toujours, vos actions ont toujours un effet. Il faut juste que vous puissiez vous en apercevoir. Et donc, comment on fait pour s'en apercevoir? En mesurant d'où on part et ensuite en réalisant le chemin qu'on a accompli. Tel un montagnard qui, lorsqu'il est démotivé, plutôt que de regarder le sommet en se disant oh, ça c'est ce qu'il me reste à faire, il va faire quoi? Il va regarder d'où il est parti, le camp de base et dire waouh, j'ai déjà fait tout ça. Okay? Donc, important, mesurer avant d'agir. Neuvième loi, pensez action avant réflexion. Donc, c'est-à-dire si vous êtes bloqué, si vous faites du surplace depuis un moment et que vous êtes en mode réflexion, essayez d'inverser ça. Qu'est-ce qui va vous permettre de savoir que vous êtes en train de faire juste? Premièrement, l'objectif que vous êtes fixé, où vous êtes aujourd'hui, et puis ensuite les actions que vous faites ont comme objectif de réduire l'espace qui se trouve entre où vous vous trouvez aujourd'hui et votre état désiré. Okay? Et en fait, vous allez faire des fois, vous n'allez pas savoir ce qui est juste, ce qu'il faut faire, c'est normal, c'est la vie. Hein. Par contre, ce que vous allez faire, c'est tester des choses qui, si elles échouent, ne vont pas vous mettre dans une merde monstrueuse. Et puis ensuite, vous allez écouter le feedback et vous allez vous assurer de vous dire « Ok, ça fonctionne, ça fonctionne pas ». Récemment, j'ai lancé une promotion. Gros, ça n'a pas du tout fonctionné. Je dis « Ah, c'est bizarre, ok ». Et plutôt que de me dire « Bon, je mets ça dans un côté, je mets ça sous mon tapis et je ne vais pas regarder ». Non, je vais me dire « Ok, ça fait 2 ans que tu fais des promotions, celle-là, elle n'a pas du tout fonctionné ». Pourquoi? Ah ouais, ok, il y a peut-être le titre de mes emails qui n'a pas fonctionné. Ah ouais, non, mais les gens, ils ouvraient mes emails, mais ils ne cliquaient pas après. Donc en fait, il y avait peut-être trop de ceci, trop de cela. Et j'écris là-dessus. J'écris sur ces informations-là parce que c'est du feedback qui est lié à mon contexte, à ma situation unique. Et c'est du feedback qui a bien plus de valeur que n'importe quelle recommandation qui a été faite par le meilleur des marketeurs il y a 3 ans, ou il y a 4 ans, ou même il y a 6 mois en arrière, ou même il y a 1 semaine en arrière. Pourquoi? Parce que son contexte était totalement différent du mien. Okay? Donc évidemment, c'est bien. Moi, je lis, je me forme, etc. Mais je reste toujours attentif au feedback parce que c'est lui l'ultime indicateur de est-ce que je suis en train de réduire l'espace entre mon objectif et mon état actuel ou est-ce que je suis en train de m'éloigner? Sans oublier que la réflexion, la théorie est quelque chose qui a été mis beaucoup trop en avant. Pourquoi? À mon avis, parce que les gens qui possèdent les médias sont des gens qui sont intellectuels. Les gens qui font, ce sont des gens qui font. Voilà, ils agissent. Je suis persuadé que le meilleur organisologue n'est pas le type qui est en train de vous parler maintenant, c'est un type qui, je ne sais pas, gère des projets, qui a autre chose à faire que de créer une vidéo sur YouTube. Okay? Le meilleur businessman, le meilleur entrepreneur, c'est pas un type qui crée des vidéos sur comment faire un business. Okay? Donc là encore, on est dans ce piège finalement de la masturbation intellectuelle. Les gens qui font, ils agissent. Alors heureusement, on a quand même des gens qui vont prendre le temps de bon, je vais quitter mes chantiers, je vais laisser ma pelle et ma pioche et puis je vais venir expliquer ce qui fonctionnait pour moi sur les chantiers et ce qui fonctionnait pour moi quand j'étais chef de projet, ce qui fonctionnait pour moi quand j'étais au Kosovo et ce qui fonctionnait pour moi quand j'étais à la tête de 200 types, etc., etc. Heureusement, on a cette information qui nous remonte. Mais si je vous parle de ces exemples, c'est juste pour vous dire que l'information est surévaluée, la théorie est surévaluée. Si on prend un Américain et un Russe qui veulent, c'est toujours marrant d'inclure un Russe dans une histoire. Si on prend un Russe
qui veut apprendre à nager. Enfin, un Américain et un Russe qui veut apprendre à nager. À votre avis, lequel va avoir le plus de résultats dans un mois? Celui qui va s'enfermer, admettons l'Américain qui va s'enfermer dans sa bibliothèque, qui va lire tous les ouvrages sur la natation, qui va suivre des formations en ligne sur la natation, qui va acheter des livres sur la formation, qui va regarder des vidéos sur la... Je m'en mêle les pinceaux, mais qui va regarder des vidéos sur comment nager, qui va suivre un coaching avec le meilleur nageur, mais qui ne va pas forcément plonger dans l'eau, ou le Russe qui se dit, bon, je vais acheter un gilet, voilà, pour pas me noyer, et puis je vais sauter à l'eau, puis on verra bien ce qui se passe. C'est qui dans un mois qui aura le plus de résultats? Bon, voilà. Pour moi, vous savez, il y a un gros piège, c'est de se dire qu'on a une information du résultat. Donc, c'est-à-dire, il nous faut encore une information, il nous faut encore une information, il nous faut encore une information pour ensuite se sentir prêt et ensuite se lancer. Vous savez, je crois que c'est Einstein qui disait que le savoir fait douter. Et donc en fait, plus vous allez consulter de l'information, plus vous avez des chances de douter. Il y a aussi cet aspect-là. Okay, donc faites attention. Moi, ce que je fais en général quand j'ai un problème, c'est que je vais me dire, bon, ben, je me donne par exemple 2 jours pour trouver de l'information en lien à ce problème, et ensuite j'agis. Donc en général, je vais aller droit au but, acheter une formation et ensuite passer à l'action pour résoudre le problème. Voilà, je vais surtout éviter de tout lire sur le sujet, mais vraiment être très spécifique sur le problème que je veux résoudre, acheter la solution d'un type qui a résolu le problème, implémenter, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, je passe à mon prochain problème, comme dans un jeu vidéo, et si ça ne fonctionne pas, je cherche une autre solution. Et dernière loi, la 10e loi, pensez à votre gueule avant les autres. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. On est, je sais pas d'où ça vient, peut-être la religion, peut-être l'éducation. Surtout les mamans qui regardaient cette vidéo. Vous savez, moi j'ai eu comme exemple une maman qui a énormément donné. Et elle a énormément donné parce qu'elle prenait aussi soin d'elle. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de vous donner, c'est cette dernière loi, c'est qu'il est mal vu de prendre du temps pour soi, il est mal vu de faire passer ses intérêts avant les intérêts des autres. Et je pense qu'on peut faire les deux, on peut faire passer ses intérêts et donner du temps pour les autres. Par exemple, le matin en général, moi je vais travailler pour moi, pour mes objectifs long terme, mes projets. Et ensuite, l'après-midi, parce que j'aurai pris du temps pour moi, pour faire du sport aussi, pour bien manger, pour faire de la cohérence cardiaque ou peu importe, mais parce que j'aurai pris du temps pour moi, je serai beaucoup plus disponible pour les autres et beaucoup plus relax quand il y a un type qui est mal organisé avec sa réunion, qui tire en longueur et qui me demande de rester plus tard le soir, par exemple. Bon, ça c'est ce que je faisais à l'époque. Enfin, c'est ce qui m'arrivait souvent à l'époque, hein, la réunionnite, vous connaissez ça. Parce que j'avais pris du temps pour moi, j'étais beaucoup plus disponible pour les autres. Et je pense que ça c'est quelque chose, beaucoup de gens devraient remettre un peu l'église au milieu de leur agenda. Parce que en fait, souvent, la plupart des gens vont faire l'inverse. Ils vont se lever, donner leurs meilleures heures pour leurs clients ou pour leur patron, et puis ensuite ils vont espérer avoir secrètement du temps le soir comme ça par magie pour avancer sur leur projet, mais voilà. Le soir arrive, on est fatigué, on n'a qu'une envie, c'est de manger une pizza devant Netflix, et puis c'est normal. Donc moi le soir je travaille pas sur mes objectifs. Quand j'étais salarié et que j'avais des longues journées, que je me tapais des longues journées pour écrire mon livre, je me levais plus tôt. Donc je me couchais plus tôt pour avoir mes heures de sommeil. Donc voilà, après on en revient toujours à qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, quel est notre grand objectif de vie, quelles sont nos valeurs et est-ce qu'on veut se donner les moyens d'atteindre ces valeurs. Voilà, donc 10 lois, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi celle qui vous a le plus parlé, celle qui vous a fait le plus gros déclic dans les commentaires de cette vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.